Vous allez bien? Bonsoir, bonsoir. On peut déjà applaudir pour quelques podcasts, s'il vous plaît. Le premier live. Du coup, Jérémy, je suis le MC de la soirée. J'ai rien préparé là, je vais pas vous mentir. J'ai introduit juste pour vous remercier premièrement d'être présents pour Ophélie et Lévi, qui ont organisé ça vraiment avec leur sueur de leur front. Ça a pris du temps, de l'argent, mais c'est pour la culture, c'est un truc qui kiffe, qui passionne et que vous voulez partager avec vous aujourd'hui du coup. Vu que si vous les suivez déjà habituellement, c'est en ligne. Et pour la première fois, ils ont décidé de faire ça en live, avec leurs proches, un public, des gens qui les découvrent. Et on est tous heureux d'être là. Je vais vous demander juste un petit truc, c'est de couper vos téléphones pendant le live, enfin dès maintenant du coup. De ne pas hésiter à filmer, à faire des stories, parce qu'on est là pour les supporter et les identifier en masse. Participer, c'est un échange aujourd'hui, c'est interactif. Donc vous allez commencer par les regarder, beaucoup parler, mais après vous allez pouvoir intervenir. Donc préparez des questions dans votre tête par rapport à ce qu'ils vont dire. Kiffez le moment. Si vous êtes sorti de chez vous, c'est pour kiffer, pas pour tirer la tête ou être fâché. Vous avez payé en plus. Donc profitez et je vais les laisser introduire le live du coup. Bon. Coucou tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Aïe. Deuxième essai, coucou tout le monde. C'est mieux? C'est mieux? Ah là c'est mieux. C'est mieux? Mais je peux pas parler comme ça, c'est un peu embarrassant quoi. Du coup, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Oh, c'est trop bien, vous répondez. Bienvenue à notre première édition du KNK Podcast, mais en live. Je suis très très contente de vous avoir là en face de moi. Genre, y a des têtes que je reconnais, des gens que je connais et tout. Si jamais vous m'entendez pas bien, faites un signe, faites-moi un truc ou quoi comme ça. Ah ouais, ok, ok. Bon, va falloir que j'utilise la voix qui porte. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est bon même dans le fond là-bas? Vanessa, c'est bon, ok. Du coup, je disais, je suis très contente de vous avoir devant moi pour la première édition de ce podcast en live. Il y a des têtes que je reconnais, il y a des têtes que je vais apprendre à découvrir dans quelques instants. En tout cas, je parle à mon nom, à moi, à celui de Lévi. On est très, très honorés de vous voir et d'avoir une salle qui est remplie, en fait. Pour un premier événement, franchement, ça touche. Et comme vous pouvez le voir, on n'est pas tout seul. Normalement, les aléas du direct, hein. Les aléas du direct, j'ai pas l'habitude. Du coup, comme vous pouvez voir, on n'est pas tout seul aujourd'hui. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur YouTube savent qu'on fait le podcast qu'à deux, Lévi et moi, Ophélie. Je me suis même pas présentée, je suis partie du principe que tout le monde savait qui j'étais. Mais du coup, je m'appelle Ophélie. Et aujourd'hui, on est accompagné d'Audrey et d'Ivik. Et c'est vraiment les centres de l'attention aujourd'hui. On va vraiment se focaliser sur eux, sur leur parcours. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Et la scène est à vous. Salut. Vous allez bien? Tout le monde va bien? Vous êtes tous beaux, vous êtes tous agréables à regarder. Bon, on va essayer de... C'est peut-être mon charisme. Mais bref, je disais que... Je vais pas me répéter, mais c'est vraiment une joie que vous soyez tous ici, que vous soyez tous présents pour partager ce moment. Et comme l'a dit Ophélie, et comme on l'a dit plusieurs fois pendant les épisodes, on aimerait vraiment que ce soit un moment interactif, que ce soit un moment qu'on peut passer ensemble. Et on a la joie d'avoir, au-delà de belles personnes, des amis. C'est des personnes qu'on connaissait déjà d'avant et qui, dans notre parcours et dans leur parcours, on s'est croisés pour pouvoir créer tout ça et participer à tout ça. Du coup, c'est une joie. Est-ce qu'on peut applaudir juste pour les invités? Deux personnes formidables qui ont deux parcours différents, mais à travers ce projet, à travers cette émission, cet épisode numéro 5, on va essayer en fait de tirer certains points clés qui peuvent s'appliquer à tout le monde. C'est vraiment pour ça, comme je le disais avec Divik, j'ai dit, même s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut ouvrir sa boulangerie, il va être aujourd'hui capable de sortir des éléments qui lui permettraient d'entreprendre et de grandir dans son cheminement personnel.
Mais avant toute chose, on a quelques questions, Ophélie et moi, pour commencer. Pourquoi tu me regardes comme ça? Oui, toi. On a quelques questions pour vous. Ma première question, c'est qui a regardé tous les épisodes? Levez la main. Ok. Moi, je vous applaudis. On vous applaudit. Et coucou Chloé. Ça a du sens. Merci. Ça nous a pris du temps, ça nous a pris de l'énergie. Du coup, et pour les autres, n'hésitez pas à regarder parce que tout a un lien et tout a un sens. Pour ceux qui ne connaissent pas encore KNK Podcast, qui ne connaissent pas peut-être Ophélie ou moi, enchanté, moi c'est Lévi. Et ça, c'est Ophélie. On a tous les deux 24 ans et il y a 1 an et demi, plus ou moins, on s'est dit qu'on allait créer ce concept parce qu'on trouvait que la vingtaine était une décennie assez compliquée à aborder sur différents points. Et pendant 4 épisodes, on s'est posé plein de questions. Plein de questions sur différents domaines, que ce soit par rapport au rapport à soi, au rapport aux autres, à nos motivations propres, à ce qu'on voulait devenir, etc. etc. Et ça a donné KNK Podcast. Maintenant, le but de ces 4 épisodes, c'était d'avoir un certain équilibre corps, âme et esprit qui nous permettent par la suite de pouvoir entreprendre des choses et que notre pas vers l'avant ne soit pas un pas éparpillé. C'est un peu ça l'objectif. Jusque-là, vous me suivez, je prêche pas trop vite, t'inquiète. Et bon, on va commencer du coup par un petit jeu brise-glace et je vais repasser la passe à Ophélie. On va vous énumérer des énonciations et à main levée, ceux qui lèvent la main sont d'accord et ceux qui ne lèvent pas la main ne sont pas d'accord. Et à partir de là, on va commencer un peu à débattre. Est-ce que vous avez compris? Ok. Ophélie, à toi. Avant ça, parce qu'il avait dit qu'on avait plusieurs questions, il a juste demandé si vous avez regardé tous les épisodes. Mais moi, je veux savoir si vous êtes tous abonnés en fait sur YouTube et sur Instagram et TikTok et Spotify. Vous avez le temps du podcast pour le faire et il n'y aura personne pour vérifier après. Du coup, je commence. Qui dans la salle et parmi les invités aussi, pense que pour percer dans le domaine créatif, il faut obligatoirement sortir de la Belgique? Il faut le lever bien haut. Soyez pas timide. Quand même, hein. Quand même. Après, c'est quoi percer? C'est vrai que percer, c'est un grand mot, mais je veux plutôt dire être pris au sérieux dans son domaine. Imaginons toi qui fais de la vidéo et tout, genre avoir suffisamment de contrats pour te dire ouais non, je peux vivre de ma créativité. Dans ce sens-là. Tu vois, pour pas que ce soit un hobby sur le côté, que ça devienne vraiment ton activité principale et que tu puisses te développer et grandir dans ce milieu. Du coup, il y a la moitié de la salle qui a levé la main. Mais tu peux répondre. Je peux répondre. Alors, si on parle d'un point de vue de contrat et d'argent, etc., je pense que oui, c'est possible, et ce dans tous les domaines. Mais si on parle d'un point de vue renommée et d'un point de vue, on va dire, réputation, je pense que c'est différent parce que malheureusement, on est un petit pays. Et ce qui dit petit pays dit souvent aussi petite mentalité, entre guillemets. Et ce qui fait que c'est souvent quand tu es pris au sérieux ailleurs qu'on te prend au sérieux là où tu es. Et on prend souvent l'exemple des artistes dans la musique, que ce soit les Damso, les Hamza, etc., qui ont d'abord percé en France, etc., et puis c'est en Belgique qu'on a commencé un peu à les reconnaître. Donc je pense qu'il y a un peu ce côté-là où c'est souvent quand tu perces ailleurs, mais je pense que c'est pas lié à la Belgique. Je pense que c'est partout comme ça. Il faut que tu perces ailleurs pour que dans ta ville, on te reconnaisse. Ok, et je vais relancer la question à Audrey parce que tu évolues dans un secteur tout à fait différent. Toi, dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu penses qu'à l'extérieur de la Belgique, tu pourrais beaucoup plus te développer ou comment ça se passe chez toi? Moi, je pense que... Est-ce qu'on m'entend bien? Non? Attends. Allô? Là, on m'entend bien? Ok. Du coup, moi, je pense que par rapport à ce que je fais, donc moi, déjà, je m'appelle Audrey. Bonjour tout le monde. J'ai 23 ans. Bonjour. Et j'organise des conférences pour jeunes femmes qui s'appellent Entre filles.
Et du coup, moi, mon public, il est très restreint. C'est déjà que les femmes, que les jeunes femmes. Donc, on a vite fait le tour. Et comme on a dit tout à l'heure, la Belgique, c'est un petit pays. Donc, pour pouvoir toucher plus de monde, pour moi, je pense que l'optimal serait de partir pour toucher un plus grand public. Et aussi, même quand on regarde tout ce qui est talk show, etc., parce qu'Entre Filles, c'est une conférence très, très interactive. C'est pas un concept qui est forcément très connu en Belgique. Il y a des choses similaires en France, aux États-Unis, mais en Belgique, c'est encore très, très niche. Donc je pense qu'il y a un public qui serait plus apte à encourager ça ailleurs qu'en Belgique. Mais bien évidemment, je suis très reconnaissante pour toutes les personnes qui viennent aux éditions. Mais je pense qu'il y a plus encore à trouver ailleurs. Ok. Ça nous fait un peu réfléchir sur le fait que la Belgique, c'est pas forcément la meilleure des choses, mais il y a quand même des opportunités à prendre en dépendant des secteurs. Et honnêtement, personnellement, en commençant le podcast par rapport à notre propre secteur, j'ai pas eu forcément l'impression qu'on a eu un frein en Belgique. Ou en Belgique, nous, c'est vraiment purement francophone. Du coup, j'ai pas eu forcément l'impression qu'on a eu un frein. Mais j'avoue que je me serais imaginé, ça aurait été différent si on avait été dans un plus grand espace comme du coup la France, qui est aussi francophone. Et là où plus grand espace, pour moi, ne veut pas forcément dire plus de personnes pour te donner de la force, mais ça veut aussi dire plus de monde dans le secteur et un plus grand bain. Et dans un bain dans lequel tu peux te noyer plus facilement. Tu as pris l'exemple de Damso et Hamza, c'est vrai. Moi, je pars du principe que de base, ils étaient très très forts. Et c'est pour ça qu'ils se sont démarqués dans un plus grand bain. Parce que selon moi, si tu n'arrives pas forcément à démarquer dans un petit bain, c'est chaud de rentrer dans la grande cour. Du coup, s'exporter en fonction des secteurs, ce n'est pas forcément la meilleure solution selon moi. Mais ça reste une éventualité si tu es prêt et si tu as les armes ready pour le plus grand bain, quoi. Mais du coup, voilà pour cette première affirmation. Et je passe la parole à Audrey qui a aussi une petite affirmation pour nous, en fait. Donc, j'ai une question aussi pour vous. Est-ce que vous pensez que dans le monde créatif, le monde de l'entrepreneuriat à Bruxelles, on se soutient assez? Donc, si c'est le cas, levez la main. Ah, il n'y a personne qui trouve qu'on se soutient assez. Ok. Je peux lever la main? Ah oui? Je sais pas. Aussi. Il n'y a qu'une seule personne qui pense qu'on se soutient assez? Et c'est fichu. Ah, on est trois. Ah oui, c'est vrai que la question c'était assez. Est-ce que ok, vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'on se soutient pas assez? Attends, t'as mis la négation là. Vous êtes qu'on se soutient assez. Pardon, excusez-moi. Du coup, on se soutient, mais vous estimez que c'est pas assez. Ok. Yeah. Ok. Je pense que quelque part oui, parce que même quand je regarde le podcast, etc., il y a beaucoup de vos connaissances qui sont là pour soutenir, donc ça fait plaisir. Donc concrètement, oui, il y a toujours un entourage qui est là pour supporter, mais des fois on aime un peu faire des fiers à Bruxelles. On se connaît tous, on s'est déjà vu sur les réseaux, mais puis quand tu vas rencontrer la personne, tu vas pas forcément dire bonjour, tu vas pas forcément dire j'ai vu ce que tu as fait et j'aime bien et continue comme ça. Donc on soutient, mais de loin. Ok. Et aussi des fois quand on a quelque chose à en tirer derrière. Okay. Après, c'est ce que je trouve. Ok. T'es d'accord sur ça? Ouais, 100% d'accord avec elle. Et il y a aussi ce côté où il y a beaucoup de gens qui voient de la concurrence okay. Et qui ont peur de soutenir, qui ont peur d'encourager quelqu'un, alors que je trouve que c'est la devise, hein, l'union fait la force. Donc si au lieu de voir de la concurrence, on se soutenait, on s'élevait, on se conseillait, je pense que la Belgique serait à un autre niveau aussi, tu vois. Ok, mais plus je vous entends, plus je réfléchis. C'est vrai qu'il y a une question que j'ai envie de reposer par rapport à tout ça, mais j'ai l'impression que certaines personnes qui ne soutiennent pas assez, c'est qu'elles ont peur de gaspiller de l'énergie. Parce qu'on dit souvent en tant qu'entrepreneur ou quand on fait quelque chose, je dis bon, je dois garder ma force et mon énergie pour moi, etc., tout dans mes projets. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, encourager, c'est épuisant. Est-ce que j'ai raison ou vous pouvez me dire que j'ai tort, hein, franchement? Est-ce que pour certaines personnes, genre, donner la force pour vous, c'est épuisant? Riposter ou encourager même une personne qui est à terre, c'est pas si épuisant que ça. Du coup, pourquoi on ne le fait pas? C'est vraiment parce que... Moi, je pense que pour certaines personnes, c'est gênante. Déjà... Ouais, je pense que pour certaines personnes, c'est gênant. Je pense qu'on est dans une génération où on touche un peu à tout. À côté d'être étudiant ou dans le monde du travail, tout le monde a une petite activité. Et donc tu dis, ok, j'ai déjà reposté pour tel et aussi pour tel. Est-ce que mon compte Insta, il sert vraiment à ça? On dirait que tu veux gratter quelque chose aussi après derrière. Et aussi,
Ouais, il y a des gens qui préfèrent être un peu anonymes sur les réseaux. Ils vont dire, bah, je suis pas vraiment dans ça, j'ai pas trop envie de riposter. Je me poste déjà pas moi-même, pourquoi est-ce que je le ferais pour quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et des fois aussi, c'est un ami qui va te demander de riposter quelque chose, mais tu soutiens pas déjà le projet toi-même. Donc, t'as pas envie de le partager aux autres parce que tu te dis, moi, j'aime pas, donc les autres aussi vont trouver que c'est bizarre que je repartage ça. Donc, je pense que des fois, les gens sont gênés d'aider ou de soutenir. Mais du coup, dans cette... Enfin, je trouve ça, c'est assez vrai, c'est assez triste, mais dans cette mentalité-là, du coup, on ne devrait pas forcément attendre que les gens nous motivent, on devrait vraiment être notre première source de motivation. C'est ça, pour pallier en fait à ce problème-là. Bah, je pense qu'il faut d'office être sa première source de motivation, mais ça ne dérange pas d'aller chercher de l'aide, d'aller toquer à certaines portes. En ne faisant rien, on a d'office un non, mais ça ne sert à rien d'aller demander. On peut recevoir un refus, mais ce n'est pas une fin en soi. Autant demander, quitte à ce qu'on nous dise non, plutôt que de rester dans son coin. On ne perd pas forcément quelque chose à demander, je pense. On ne doit pas forcément attendre que les autres viennent à nous, on doit toujours demander est-ce que tu... Ok. Ok. Mais est-ce qu'on pourrait tous se dire que pour la suite, on essaiera d'encourager les gens qui sont autour de nous? Franchement, non, peut-être parce que, et j'en parlais avec Ophélie, je voulais que aussi, nous, notre podcast, et au-delà de tout ça, l'image qui ressort de tout ça, c'est des personnes qui encouragent, qui inspirent et qui aussi permettent aux gens de pouvoir continuer ce cercle d'inspiration et d'encouragement. Et je pense qu'on pourrait se faire un deal là maintenant on va essayer de le faire. On va, au-delà d'essayer, essayer de vraiment donner de l'encouragement aux personnes qui sont soit arrivent après nous, ou soit qui sont avant nous, pour essayer de créer ce cercle vertueux et de faire de Bruxelles, je pense que ça peut pallier aussi au premier problème par rapport au fait de l'expansion, etc. Faire de Bruxelles une zone qui est déjà créative, mais une zone où les gens se partagent, où les gens évoluent, où les gens se donnent de la force. Et là, c'est le moment où tu dis à ton voisin que tu vas encourager les autres à partir de maintenant. Donne une parole d'encouragement à ton voisin. Vas-y. Dis-lui, je crois en toi, peu importe ce que tu fais. Et après, pendant l'espace networking, vous allez leur demander ce qu'ils font et vous allez tous vous abonner. C'est des amours. Oh, on va enchaîner avec la dernière affirmation. L'avant-dernière affirmation, mais juste une question. Debout. Qui ici, en fait, du coup, fait quelque chose sur le côté? Au-delà de ses études, que ce soit de la création de contenu, peu importe, etc. Et tout, qui se définirait comme entrepreneur / n'importe quoi. Ok. Regardez bien ces gens. Non, levez vos mains. Pourquoi t'as baissé ta main? Lève ta main plus haut. Allez, lève encore. Voilà. Surtout celle-là, regardez-les bien. Et quand vous sortirez, demandez-leur, tu fais quoi? Hein? Ça vaut le coup de demander un peu et peut-être ils font des trucs qui vous intéressent, vous savez même pas. Et nous, tout à l'heure, on a croisé des gens à l'entrée. Oh, vous faites quoi ici? On leur a expliqué. On ne connaissait pas. Si on savait, on serait venu. Voilà. Ça ne coûte rien. J'enchaîne avec le beau gosse lui-même, le maître du swag. Vas-y, let's go. Enchaîne. Moi, je vais partir sur un autre thème un peu, toujours sur le milieu créatif. Mais moi, ma question-affirmation, c'est les plus grands artistes sont les meilleurs voleurs. Les plus grands artistes sont les meilleurs voleurs. Je peux expliquer si vous voulez. J'explique un peu? Ok. Ok. Il y a beaucoup de gens qui disent que s'inspirer, c'est du vol. Parce que du coup, tu prends l'idée de quelqu'un que tu reproduis à ta sauce. Même si c'est à ta sauce, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme du vol. Et du coup, la question, c'est de savoir est-ce que les plus grands artistes, ce sont les meilleurs voleurs? On vous attend. Ouais, un peu moins de doigts levés. J'hésite. Je pense que mon explication n'était pas bonne aussi. Non. En fait, non, on a compris. Mais ça veut dire que tous ceux qui lèvent pas la main, vous partez du principe que le processus créatif implique l'inspiration de base. Et si l'inspiration, elle vient des autres et qu'après, elle est tournée selon vous, pour vous, c'est pas normal. Parce que je pense que le terme voleur est péjoratif, mais tu l'as bien quand même utilisé. C'est fait exprès. C'est vraiment fait exprès parce que quand tu t'inspires de quelque chose, par exemple, nous, pour ce podcast, j'ai regardé énormément de podcasts. J'ai pris la manière dont les gens interagissaient, que ce soit avec des gens ou solo, etc. et tout. Je vois un peu et je me dis, ok, je vois comment mon secteur évolue, je prends les clés de mon secteur et puis j'y vais. C'est du vol, selon ta phrase.
Est-ce En que fait, c'est mauvais? ce que j'aime bien, c'est que, comme tu l'as dit, en fait, la vol, ça semble péjoratif. Mais dans le milieu artistique, c'est justement le contraire. C'est la meilleure des choses à faire. C'est, pour moi, l'inspiration, c'est justement prendre dans différents endroits, différentes personnes, même dans des domaines complètement différents, des choses qui t'inspirent. Et même quand on regarde chacun de nous, au-delà du milieu créatif, dans nos vies, on est un mélange de plein de choses, un mélange de plein d'inspirations, un mélange de l'inspiration de nos parents, de nos frères, de nos amis, de nos écoles. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui voient l'inspiration justement comme péjoratif et te dire ouais, je me suis inspiré de lui et du coup j'ai commencé un peu à faire comme lui, et on voit ça souvent péjorativement. Et du coup ma question c'est plutôt, est-ce que, la réponse sera sûrement non, mais est-ce que s'inspirer c'est péjoratif? Est-ce que s'inspirer c'est est-ce que c'est mal de s'inspirer? Est-ce que vous voulez relever la main? Ceux qui sont d'accord du coup? Un peu plus de mains levées. Il y a quand même des mains. Ok. Et il y a des artistes qui lèvent la main. Ok. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Avant de passer la parole aux autres, moi, je suis totalement d'accord avec toi parce que je pense que, allez, on ne donne rien de ce qu'on ne reçoit pas. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, chercher quelque chose qui t'inspire et pour pouvoir, toi, avec ta propre créativité, l'arranger à ta sauce, c'est ça qui fait la beauté et c'est ça qui fait qu'on on répète des cercles qui permettent de créer de nouvelles choses avec les choses passées. On n'a pas créé le podcast. On n'a pas créé la musique, on n'a pas créé ce genre de sonorité, on n'a pas créé X ou Y style. Mais le fait qu'on arrive à se l'approprier correctement et à y mettre notre touche, c'est ça qui donne la beauté à la créativité, c'est donner une nouvelle facette à quelque chose qu'on a déjà vu. Ok. Mais on va enchaîner avec la dernière affirmation qui vient de moi. Et mon affirmation, c'est « Ma peur de l'échec me bloque trop ». On va en parler, vous inquiétez pas. Ok, il y a des mains levées, un peu moins sur le côté. Je vais peut-être un peu m'expliquer et tout. Ma peur de l'échec, pourquoi ? En tant qu'entrepreneur, en tant que créatif, en tant que personne qui essaye de faire n'importe quoi dans la vie, qui essaie de, pas forcément se démarquer, mais qui veut trouver sa place, on est souvent confronté à des murs, à des obstacles, de facto à des échecs. Et j'ai croisé énormément de personnes dans ma vie qui n'ont jamais réussi à passer le cap parce qu'ils avaient peur de leur échec. Et encore maintenant, il y a certaines personnes qui sont au stade embryonnaire de certains projets parce qu'ils n'arrivent pas à dealer avec leur peur de l'échec. Et pire encore, des personnes qui arrivent à se lancer et qui sont face à leur premier échec, abandonnent. Et ça, je trouve ça super triste. Mais maintenant, j'ai une question pour vous trois, parce que c'est bien beau de mettre cette affirmation-là. Que faire face à cette peur-là ? Franchement, que faire? Moi, je dirais pas qu'il y a grand-chose à faire à part essayer quand même. Parce que c'est mental. Et en fait, bon, moi, la première, j'avais énormément peur de l'échec. Mais j'étais là juste en mode, oui, mais si ça fonctionne pas, et puis ça aussi, et puis si ça, c'est fait comme ça. Alors que si j'ai pas essayé, les si en question, ils risquent de... Mais peut-être qu'il y a un monde où ils vont juste pas se produire. Du coup, moi, je dis qu'il faut quand même essayer. Et je pense qu'on peut aussi énormément apprendre de ces échecs-là. Mais quand on essaye, il faut pas non plus forcément partir du fait que on va pas réussir. Parce que des fois, vous pouvez essayer, vous allez totalement réussir dès la première fois. Il n'y aura pas de souci et c'est bon. Faut pas non plus se conforter dans le « ouais, je peux rater » et si je rate, vas-y, c'est pas trop grave. Vous voyez ce que je veux dire? Audrey? Moi, je suis d'accord avec Ophélie. Je pense qu'il faut essayer. On a plus à gagner à essayer et peut-être même échouer dans un premier temps qu'à rester dans la même position. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer, il faut oser. Moi, je pense qu'il faut aussi voir un peu dans le contexte général, dans le sens où, en vrai, dans nos vies, il n'y a rien qu'on fait maintenant qu'on n'a pas essayé sans rater. Genre, vous n'avez pas réussi à marcher d'un coup comme ça, vous avez essayé, vous êtes tombé. Vous n'avez pas réussi à conduire d'un coup comme ça sur la route directement, vous avez essayé. Dessiner, c'est pareil. Vous habillez maintenant, vous habillez bien, mais au début, c'était bizarre aussi. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment rien dans notre vie qu'on réussit maintenant facilement sans qu'on ait essayé et raté. Donc, je pense que dès que le principe, tu te dis ça, que même parler au début, tu faisais des bruits bizarres, maintenant tu parles hyper bien, quand tu
contextualises ça au niveau de ton projet, au niveau de ce que tu veux faire, tu dis, en vrai, si j'ai réussi jusqu'ici, je peux réussir ça aussi. Non, je suis d'accord. Et en plus, j'ai une anecdote qui me sort de la tête par rapport à l'échec. Franchement, c'est super drôle. Moi, je me suis dit, peut-être en 2022-2023, que j'allais me lancer sur TikTok. Et j'y connaissais absolument rien à la plateforme. Je sais que tu rigoles déjà. J'y connaissais absolument rien à la plateforme. Et je me suis dit, bon, je vois que c'est sympa, pourquoi pas essayer. J'étais avec mon pote Tony qui est juste là. Et j'ai posté mon premier TikTok. Il n'était pas là, mais je lui avais dit que j'allais poster mon premier TikTok. En 4 heures, j'ai fait 0 vue. Je savais même pas que c'était possible. Ça veut dire qu'il y avait tout TikTok qui est là. Ma vidéo, elle est là, personne l'a vue pendant 4 heures. J'ai appelé mon pote limite en pleurant. J'ai fait Tony, comment personne n'a vu ma vidéo là? C'est pas normal. Dans sa grande bonté, il est parti la liker, la republier. Il m'a fait cette grâce-là. Mais c'était le premier jour. Et mon objectif de base, c'était de poster tous les jours pendant 1 mois. Je me suis dit, bon, ça va être chaud. J'ai posté tous les jours pendant 1 mois. Et je pense que c'est la première fois, du coup, pendant tout ce mois-là, que j'ai une vidéo qui a dépassé les 30 000 vues. Et c'est là, ok, persévérance. Mais si j'étais resté au téléphone avec Tony en pleurant et j'avais désinstallé l'application, est-ce qu'on serait encore là aujourd'hui? Non, je ne sais pas. Mais après, ici, c'est un petit échec. Mais moi, ce que je me dis, par exemple, c'est vrai qu'on est très, très omnubilé par le nombre de vues, par le nombre de streams, par le nombre de ceci, de cela. Moi, par exemple, quand je poste, on va dire bêtement un TikTok, et quand je me dis qu'il n'a pas beaucoup de vues, je sais que c'est bizarre à se dire, parce qu'on dit souvent, oh la honte, il n'a pas beaucoup de vues, il n'a pas beaucoup de likes, mais je me dis, il n'a pas beaucoup de vues, ça veut dire que peu de personnes l'ont vu, peu de personnes vont en parler, et en fait, voilà, c'est tout. C'est pas tout le monde ne sait que personne n'a vu ce TikTok. Non, c'est quelques personnes qui l'ont juste vu, et personne ne sait qu'il existe. Il est effacé. C'est tout. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça que je peux maintenant poster des trucs en mode je poste. Et s'il y a 100 personnes qui l'ont vu, 100 personnes l'ont vu. Et les 400 autres personnes, elles ne savent pas que ce TikTok il existe. Et elles ne vont pas dire oh, lui, il a fait son TikTok. Non, regardez. Non. Si tu parles, c'est que tu as vu. Ça aille de fou. Tu sais ce que je veux dire? Mais du coup, voilà, c'était petites nos affirmations un peu introductifs. On va rentrer dans le vif du sujet. On va présenter nos beaux intervenants. Ouais, on a fait les choses un peu dans le désordre. C'était prévu, vous inquiétez pas. Vous nous connaissez. On a Audrey ici présente, entrepreneuse, la visionnaire et la fondatrice des conférences entre filles. À main levée, qui connaît les conférences entre filles? Ok, sympa. Pourtant, vous n'êtes pas toutes venues. Hein. Il faut venir aux prochaines émissions. Le 29 novembre. Mais et du coup, on a aussi Divi qui s'est présent, le couteau suisse. Franchement, graphiste, vidéo, artiste aussi, plein de choses. Et au-delà de tout ça, un créatif et aussi un entrepreneur, comme vous le découvrirez à travers leur parcours. Et c'est par ça qu'on va commencer. J'allais dire générique, mais il n'y a pas de générique. Non. Ophélie, j'allais dire honneur aux dames. Audrey, vraiment, parle-nous de toi, de ton projet entre filles, comment il est né, d'où il est sorti, ce à quoi tu as dû faire face, pour arriver là. Ok, donc, en fait, mon micro, il tombe. Là, on m'entend bien? Pire. On m'entend bien? Ok, donc rebonsoir à tout le monde. Moi, je m'appelle Audrey, j'ai 23 ans et je suis étudiante en droit. Et en parallèle de mes études, j'ai commencé Entre Filles, qui est donc une conférence dédiée 100% aux femmes, aux jeunes femmes. Donc, comment est-ce qu'Entre Filles est né? Donc moi j'ai commencé mes études et en 2e année j'ai eu l'occasion de faire des stages et quand j'ai commencé mes études de droit j'avais vraiment l'envie de changer le monde, de faire du bien pour mon prochain, d'être vraiment au service des autres et c'est pour ça que j'ai commencé mes études. Puis quand je fais mon stage, j'ai fait plusieurs stages à 3 endroits différents, dans un cabinet d'avocats et dans une ASBL, dans tout ce qui était droit familial. Je m'étais dit, ok, je vais pouvoir voir comment ça se passe et vraiment être au profit des autres. Et j'ai très vite déchanté et très vite compris qu'en fait, le monde juridique, en tout cas comme moi je l'avais connu à ce moment-là, c'est vraiment guidé et motivé par l'argent.
Et donc, c'est pas du tout au profit des personnes, mais plutôt au profit de l'argent. Et il y avait un cas comme ça où j'étais avec une avocate et on devait défendre un monsieur qui battait son fils. Il battait son enfant de 12 ans et donc l'enfant, il avait fugué de la Belgique pour rejoindre la maman qui, elle, habitait en Hollande. Et donc, l'avocate, elle était en train de jubiler et elle disait je pense qu'on va gagner l'affaire et que l'enfant, il pourra retourner chez son père. Et moi, je dis mais s'il retourne chez son père, ça veut dire qu'il va se faire battre. Elle me dit oui, mais c'est pas la maman qui me paye, c'est le père. Et donc là, j'ai compris qu'en fait, ce que je voulais faire, c'était pas ça. Et donc, il fallait que je trouve une activité ou tout simplement que je trouve ce que j'allais faire plus tard. Et donc, j'ai eu un mois de réflexion le mois de mars en 2022 où j'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram. C'était une série de vidéos qui s'appelle Tout tenter, où j'ai tenté plein de choses. J'ai posé pour une marque, j'ai écrit une chanson, j'ai fait du sport. Enfin bref, j'ai essayé plein de choses que j'ai filmées et que j'ai postées. Et je me suis dit, en vrai, j'aime bien faire des vidéos, pourquoi pas continuer? Pourquoi pas inviter des copines, continuer à faire des vidéos, parler d'amour, de sujets qui nous intéressent? Et puis je me suis dit, mais en vrai, non, je dois tout tenter, je dois aller au bout de mon imagination et au lieu de faire une simple vidéo, je vais faire un événement. Donc je me dis, ok, je vais faire un événement, mais je connais personne. Déjà, moi, je viens pas de Bruxelles, j'ai pas un hyper grand entourage. Sur Instagram, j'avais 200 abonnés. Comment on va faire? Et donc là, ce qu'il fallait faire, c'est oser, aller plus loin que ses peurs, pas se laisser stopper par ça, parce que j'avais une idée et je me suis dit, si moi, elle m'intéresse, il y a sûrement une ou deux autres personnes qu'elle va intéresser. Donc on a commencé la promo, j'ai lancé l'événement. Je pensais qu'on serait 20, au final on était 60 et ça s'est très bien passé. Et donc c'est comme ça qu'Entrefilles est né du coup. Félicitations. Du coup, c'est vraiment dans ton processus de tout tenter et d'aller au bout de ce que tu voulais faire que tu as réussi en fait à rassembler 60 personnes, franchement, pour un premier... Exactement. Ok, franchement, respect. Merci. Dans le même élan, Divik, le boss, parle-nous un peu de toi. Enchanté, moi je m'appelle Divik, j'ai 26 ans, je viens de Namur, je viens pas de Bruxelles. Comment expliquer mon parcours? Moi, mon parcours, il est un peu plus ou moins linéaire, on va dire. Sauf que, en fait, j'ai commencé en faisant des études d'ingénieur civil. Et en arrivant en dernière année, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je savais que j'allais pas utiliser ce diplôme-là, dans le sens où je savais que j'allais pas être heureux. Je savais que j'allais gagner beaucoup d'argent. Je savais que j'allais rendre mes parents fiers, mais je savais que j'allais pas être heureux dans ce que j'allais faire. J'allais pas me lever le matin en me disant « Ok, aujourd'hui, je suis très heureux d'aller faire ce que je vais faire ». Et du coup, j'ai arrêté. C'était assez dur pour mes parents, comme vous pouvez imaginer. Surtout que je suis congolais, donc imaginez. Mais après ça, donc, j'ai pris un an de pause où je suis parti aux États-Unis voir de la famille. Et avant de partir, j'avais à cœur de faire de la communication. Faut savoir que je suis dans le milieu créatif depuis tout petit. Je voulais être architecte de base, je dessinais beaucoup, je filmais beaucoup avec le téléphone de ma mère. J'ai commencé à faire de la musique dans ma chambre, j'ai commencé à faire mes prods, à m'enregistrer, à me mixer, à faire mes propres vidéos, à me mettre en avant sur les réseaux. Donc je faisais vraiment tout de A à Z. Et au fur et à mesure, quand je suis arrivé aux États-Unis, en gros, j'ai eu l'opportunité de filmer pour quelqu'un là-bas. Et j'ai commencé à vraiment kiffer ce que j'ai fait là. Du coup, je suis revenu en Belgique, j'ai fait de la communication. J'ai eu mon diplôme, tout s'est très bien passé. Et pendant mon diplôme, j'ai continué à faire tout ce que je faisais en vidéo. Au fur et à mesure, au début, c'était des petits projets. C'était filmer des événements, filmer des mariages, des petits clips par-ci, par-là. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'améliorer. J'ai commencé à poster énormément tout ce que je faisais. Et c'est là que le fait de oser et surtout de se mettre en avant, faut n'hésiter surtout pas. Parce qu'en gros, moi, j'ai fait une vidéo pour une pizzeria de Namur, donc une petite pizzeria que personne connaît, et je l'ai mise sur LinkedIn. Et grâce à cette vidéo-là, il y a quelqu'un qui m'a contacté sur LinkedIn qui m'a dit « J'aime énormément ta vidéo, je travaille pour Rolex, je veux travailler avec toi ». Donc on est passé d'une pizzeria locale de ma ville à Rolex. Donc du jour au lendemain, beaucoup de gens... Mais il voyage en jet privé maintenant. Ouais, pourquoi j'ai dit c'est la star? Donc beaucoup de gens vont dire oui, souvent on voit les succès comme ça, comme quelque chose du jour au lendemain, mais avant ça, il y a eu beaucoup de persévérance, beaucoup d'échecs aussi, beaucoup de résilience. Et
Et ce moment-là, il est arrivé, j'étais incroyablement content. Et à partir de là, les choses ont bien avancé. Donc je continue encore à travailler avec Rolex aujourd'hui. Je travaille avec d'autres marques aussi. Je travaille avec quelques personnalités publiques. Donc tout se passe vraiment à merveille. Je ne suis pas du tout à me plaindre. Et donc voilà, c'est à peu près ça mon parcours. Hein. Et dans le tas, il a quand même trouvé le temps d'être là pour KNK, de toujours continuer à travailler avec nous. Merci. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que peut-être certaines personnes ne le savent pas, ceux qui n'ont pas vu la promotion, c'est un réalisateur et c'est lui qui a réalisé les épisodes que certains doivent aller voir après avoir fini. Non, vous rigolez. Parce que du coup, et ce que j'aime dans cet événement qui est aujourd'hui, c'est dans ce type d'événement-là, et c'est pour ça que je vous ai dit, ceux qui faites des choses, levez la main et allez parler après, parce que c'est dans un événement comme ça qu'on avait approché Divic pour la première fois et lui dire, on a un projet, on ne sait pas par où commencer, est-ce que tu peux nous aider ? 1 an et demi plus tard, on est là. Avec des fiches, vous avez les fiches ? Dans 1 an, on aura des montres Rolex. Des montres on a... Mais franchement, merci. Merci pour ta présentation. Et au-delà de ton parcours, en fait, ce que je retiens, du coup, c'était ce qui t'a motivé le plus, c'était le sentiment de vouloir être heureux dans ce que tu faisais. Oui, 100%. Et qui t'a abandonné même, qui t'a, bon, entre parenthèses, les parents dans la salle, ferme vos oreilles, qui t'a à décevoir les parents. Oui. Je fais un choix. En sachant que peut-être j'aurais pas forcément tout votre aval derrière, mais croyez-moi, je sais ce que je fais et je me mets en avant et je vais y arriver. Ouais, en fait, c'était un peu pour moi je savais que j'allais les rendre fiers, mais c'était un peu délayé. Je savais que sur le moment-là, ils n'allaient pas forcément comprendre, ils n'allaient pas forcément me suivre, mais j'étais tellement sûr de moi et je voyais aucune autre solution que de réussir, que je savais que même si ça allait prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, j'allais pouvoir les rendre hyper fiers. Et aujourd'hui, ils sont super fiers. Donc, j'ai réussi ce que je voulais, quoi. Ok, non, franchement, en tout cas, félicitations. C'est déjà très, très inspirant. Et par rapport à ça, moi, je rebondis sur le facteur temps. Je reviens vers toi, peut-être, Audrey. Au niveau de toi, en fait, comme tu as dit, tu voulais d'abord avancer dans le droit. Tu voulais d'abord faire des choses qui correspondaient peut-être à ta vision de la justice ou du bien-être des autres. Tu te rendais compte que ce n'était pas du tout ça. Est-ce que maintenant, au niveau du temps, tout s'est délayé ou par rapport à la conception de ton projet, où tu as pu, en fait, quand tu as bifurqué, tu as pu avancer correctement sans forcément mettre en pause tes études, sans forcément mettre en pause les choses qui restaient sur le côté ? Toi, je pense que tu dois parler un peu plus fort. Ah, ok. Là, on m'entend bien ? Ok. En fait, grâce à Tout Tenter, grâce à Entre Filles, j'ai vraiment compris ce que je voulais faire. Je savais que je voulais être au profit d'autres personnes, mais je ne savais pas comment. Et ce n'est pas toutes les jeunes femmes qui ont une oreille pour les écouter, qui peuvent aller vers la famille ou vers les amis. Et Entre Filles, c'est vraiment cet espace-là. Et il y a des éditions où il y a des filles qui pleurent, où je reçois des messages, elles me disent je ne savais pas quoi faire, et grâce à cette édition, j'y vois un peu plus clair. Donc moi, personnellement, pour moi, j'ai vraiment trouvé ce que je voulais faire, mais je ne suis pas encore où j'aimerais être. Et moi, j'ai pas eu le courage de Divic de mettre les études en pause et d'arrêter et de changer totalement, parce que je savais pas forcément quelles études allaient vraiment m'accompagner dans ce que je veux faire. Donc pour l'instant, j'ai continué, mais c'est vrai que l'année où j'ai commencé Entre Filles, ça m'a quand même fait mettre un peu en pause les études. Donc j'allais en cours, etc. Mais j'étais beaucoup moins dedans. Mon énergie, elle était beaucoup plus dans Entre Filles que dans les études. Et c'est seulement maintenant que j'arrive vraiment à trouver un peu un bel équilibre entre les deux. Je vais parler maintenant. Et moi, j'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous vous êtes toujours senti légitime dans votre milieu ? Je n'ai même pas terminé la question que Divic qui fronce déjà le visage. Du coup, je vais m'arrêter là. Dis-moi, je t'écoute. Non, et je pense que beaucoup de gens passent par là, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais il y a beaucoup de gens qui vont se dire, qui ont peut-être honte de se mettre en avant parce qu'ils se disent je ne suis pas assez légitime, qui ont peut-être honte de donner des conseils parce qu'ils se disent je ne suis pas assez légitime, etc. Mais il y a une phrase que la mère de Kanye West lui a dit dans son documentaire, elle disait « Le géant regarde dans le miroir, mais il ne voit rien ». En gros, c'est pour dire qu'on a tellement de valeur, mais tellement on est grand, quand on se regarde, nous, on ne la voit pas. Et c'est souvent les autres qui voient la valeur qu'on a à notre place et avant. Et je pense que je ne sais pas si c'est normal d'avoir ce syndrome-là, mais je pense que tout le monde passe par là. Mais je pense que pour moi, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir un entourage qui m'a dit « Mais en fait, non, tu es super fort dans ce que tu fais. »
Et je vais pas vous mentir, encore aujourd'hui, je dévalue un peu parfois ce que je fais, mais j'ai un entourage qui est là et qui m'encourage, qui me dit en fait non, c'est vraiment fort ce que tu fais. Et au fur et à mesure, moi aussi dans ma tête, je me dis ok, en fait, c'est fort ce que je fais. Et je pense que c'est l'entourage qui peut t'aider à passer ce cap-là et de se dire que, en vrai, sans vouloir mal parler, mais il y a des gens qui ont une plateforme énorme, beaucoup de gens qui les suivent, mais en vrai, ils sont pas super forts. Et c'est juste qu'eux, ils ont osé et ils se sont, dans leur tête, ils se sont dit, en fait, moi, je suis légitime, je le fais. Et ils l'ont fait. Donc peut-être que toi, tu es plus fort, entre guillemets, plus forte, mais juste, t'oses pas. Mais en fait, aie confiance en toi et vas-y, lance-toi, mets-toi sur ta plateforme, mets-toi en avant. Et il y a des gens qui vont te voir à ta juste valeur. Donc, voilà. Et toi, Audrey, est-ce que tu as aussi fait face à ce syndrome de l'imposteur? Oui, au début, avant de faire Entre filles, quand j'ai eu l'idée, et entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où le premier événement a eu lieu, il y a eu quand même un laps de temps où je me suis dit, mais qui va vouloir payer pour m'écouter? Enfin, je suis personne, je sais pas ce que je pourrais donner comme conseil en plus que d'autres, que les copines d'autres filles. Enfin, qui va venir, qui va vouloir payer pour venir Entre filles? Surtout que c'est un concept qui est assez nouveau, on va dire. C'est des conférences, certes, mais c'est des conférences très interactives. Le public joue un énorme rôle. C'est comme un grand groupe de parole. Donc je me suis dit, est-ce que ça va plaire? Est-ce que les personnes voudront venir? Est-ce que c'est ma place d'offrir ce genre d'espace? Enfin, j'ai pas fait des études en sociologie ni en psychologie. Est-ce que c'est ma place de le faire? Et donc ça, c'est des questions que je m'étais quand même posées. Et maintenant, des fois, je reçois la reconnaissance par rapport aux éditions, dans le sens où il y a des filles qui sont reconnaissantes de venir parce qu'elles font des rencontres ou parce que y a des phrases qui vont les toucher. Et je me dis, ah vraiment? Parce que moi, je suis tellement dedans, des fois stressée par l'organisation, stressée par le déroulement de l'édition, que pour moi, des fois, sur le moment même, je réalise pas à quel point ça peut être impactant. Et je me dis, ah ok, c'est pas quelque chose que moi-même je réalisais. Et donc, ouais, des fois, c'est ça. Mais je pense que le plus important, c'est de se connaître, de connaître ses atouts, d'en jouer et de faire les choses avec confiance. Parce que des fois, quand on hésite, c'est là qu'on va vraiment se poser beaucoup de questions sur sa légitimité dans un certain milieu. Mais quand on sait qu'on fait les choses avec assurance et qu'on sait aussi pourquoi on les fait, on les assume beaucoup plus et on assume aussi beaucoup plus sa place. Donc, voilà. Ok. Mais là, au-delà de tout ça, de vos deux parcours, moi je dénote qu'à certains moments, du coup, c'était un peu plus compliqué, du coup, par rapport à la légitimité, etc. et tout. C'est vrai qu'il y a certains moments d'inconfort qu'on doit battre et qu'on doit essayer d'aller au-dessus, mais dans le processus créatif, est-ce qu'il n'y a pas certains moments où l'inconfort est nécessaire, ou dans le processus d'entrepreneuriat, il n'y a pas certains moments où l'inconfort est nécessaire? Et moi, la question, moi, dans ce secteur-là, je suis depuis 1 an grand max. Que ce soit par rapport au podcast ou personnellement par rapport à la création de contenu en tant que tel. Mais je me suis vraiment rendu compte qu'il y a un inconfort qui est souvent permanent. Et je me suis dit, au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, ça va partir, tu dois toujours poster, tu dois toujours te mettre en avant, tu dois faire la promotion de ton propre projet. Des fois, c'est un peu gênant. Est-ce que cet inconfort, au final, il reste tout le temps pour vous qui êtes là depuis peut-être un peu plus longtemps comme Divi, quand même, toi aussi qui viens d'arriver, peut-être on peut en parler? Ou alors c'est quelque chose qui, au final, on surmonte. Vous voyez ce que je veux dire? L'inconfort par rapport au fait de se mettre en avant ou... Par rapport au fait de se mettre en avant, par rapport au fait de faire des nouvelles choses qui n'existent pas forcément à ta sauce autour de toi. C'est vraiment ça. Tu veux répondre Attends, je réfléchis. Je pense que l'inconfort, il est permanent. Mais je ne pense pas que forcément que ce soit quelque chose de négatif, parce que c'est ça qui nous permet d'aller plus loin. Et quand on est inconfortable dans une situation, ça veut dire qu'on est en train de changer les choses. Donc je pense que ça, c'est une belle chose, je pense que c'est important. Moi, par exemple, je suis Entre filles, donc je suis obligée d'être active sur les réseaux, mais c'est pas vraiment mon truc de base. Donc il y a plein de vidéos qui traînent que j'ai jamais postées, aussi un peu pour revenir sur ce truc de légitimité, parce que je me dis, en vrai, c'est vrai que je fais des conférences, mais je suis pas quelqu'un de connu, je suis pas influenceuse ou quoi, donc je me dis, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça va intéresser les gens? Et quelle aussi légitimité peut-être j'ai de m'exprimer sur certains sujets? Enfin, je suis personne pour le faire, tu vois. Donc, ça reste inconfortable, mais je pense que c'est important et qu'il faut aller au-delà de ça pour avancer les choses et aussi pour grandir dans son propre projet et aussi en tant que personne.
Je vais rebondir dessus parce que je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Parce que je trouve que quand on est trop confortable dans une situation, mais comme on se contente de ce confort-là, on n'essaye plus de se dépasser. Vous voyez? Et je pense que parfois, on est aussi mis dans cet inconfort par nos pairs, parce que certains peuvent appeler la concurrence, mais moi, pour moi, il n'y a pas vraiment de concurrence, c'est juste par nos pairs. Des fois, on va voir quelqu'un qui fait un truc, on se dit, purée, ce qu'il a fait, c'est fort. Je pense que je peux faire aussi. Et vous voyez, du coup, pour moi, c'est vraiment un moteur et ça booste cet inconfort-là. Ok. Mais du coup, ça revient à tout ce qui est de l'inspiration. Quand tu as dit que tu vois quelqu'un genre à côté de toi, te dire, ok, lui, il fait ça, on a le même âge, on vient peut-être même du même milieu, ça me pousse à moi à continuer à aller plus loin. Et c'est une sorte de motivation. C'était ça ma question suivante, en fait, au final, pour continuer à résister à cet inconfort. Qu'est-ce qui personnellement vous motive au plus profond de toi? Comme tu l'as dit, c'est voir un peu comment les autres qui ont notre âge, qui font peut-être les mêmes choses que nous. Surtout maintenant avec les réseaux, on peut voir des gens beaucoup plus jeunes que nous qui font des grandes choses. Et c'est un peu se dire, en vrai, si lui, il le fait, je peux aussi le faire. Et je pense qu'à un moment, il faut se forcer, limite, se mentir à soi-même. Parce que sinon, tu restes dans cet confort-là et tu grandis pas, quoi. Du coup, Audrey, tu es d'accord sur le fait qu'il faut vraiment rêver genre grand, même quitte à se mentir à soi-même? Oui, je pense qu'il faut rêver grand, mais qu'il faut rester quand même rationnel. Des fois, on a des idées, mais c'est pas toute idée qui peut devenir un projet durable. Donc, je pense qu'il faut juste se poser les bonnes questions. Si on croit en son projet et qu'on pense qu'il est viable, là, il faut y aller. Mais toi, personnellement, même toi, Divi, comment vous avez su que Entrefilles c'était viable? Comment tu as su que la vidéo, même ton projet entrepreneurial, c'était viable? Audrey, peut-être pour commencer. Comment tu as su qu'Entrefilles c'était viable? Avant de le faire, je ne savais pas que c'était viable. Donc, comme j'ai dit, moi, je pensais que ça allait être quelque chose qui allait durer... où il y aurait 20 personnes. Et c'était vraiment, d'abord, ça partait d'un besoin personnel, de grandir et de se dépasser. Et de trouver ce que je voulais faire et de trouver aussi ma passion, trouver ce qui m'intéresse. Et quand j'ai vu qu'il y avait autant de personnes et qu'il y avait autant de retours positifs, je me suis dit, OK, on peut faire une deuxième édition. Et il y avait encore plus de monde et encore plus de retours positifs. Et c'est là que je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose à gratter. Et voilà. Okay. Et toi, Divi, comment tu as su que tout ce que tu allais faire par la suite allait être viable au-delà de tes études? En fait, en commençant, je n'y pensais pas du tout. Parce que j'ai commencé en me filmant moi-même dans ma chambre, en faisant des clips pour moi-même. Et donc, je l'ai fait vraiment juste par passion. Et c'est vraiment juste au fur et à mesure que je me suis rendu compte, en fait, il y a moyen de faire de l'argent et de pouvoir en vivre. Et si je suis totalement honnête, même au moment où je faisais les vidéos pour la pizzeria, etc., mes prix étaient très 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 bas parce que je pensais pas à ce truc de en fait je peux en vivre, en fait je peux demander un certain prix pour pouvoir en vivre. Et c'est au fur et à mesure qu'en fait je me suis rendu compte. J'ai vu des exemples aussi de personnes autour de moi ou sur les réseaux qui parlaient un peu des chiffres et un peu de comment ils structuraient ça, puisqu'en vrai de vrai c'est un métier passion comme on dit. Donc souvent on a un peu du mal à structurer ça et se dire qu'on peut en vivre. Mais j'ai vu des exemples concrets de personnes qui l'ont fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, il y a quelque chose à faire là-dedans et que j'ai été plus loin. Tu vois. Mais de base, c'est vraiment juste une passion. Et par rapport à votre parcours, c'était vraiment très intéressant. Moi, je me demandais si vous aviez eu des obstacles, genre concrets, pas des obstacles qui étaient dans vos têtes, auxquels vous avez dû faire face. Comment vous avez fait du coup pour les surmonter? Et est-ce que vous aurez un ou deux conseils à donner à des personnes qui peuvent passer par les mêmes situations? Moi, c'est quand même très niche à mon domaine. Mais j'ai fait plusieurs mariages. J'ai fait des clips aussi. Et ça m'est souvent arrivé de ne pas appuyer sur enregistrer. Ouais. J'ai déjà eu un mariage où j'ai raté le bisou. Oui. Et en fait, la leçon que j'ai tirée de ça, c'est qu'on parlait des échecs tout à l'heure, mais ça m'a permis que les autres fois, je regardais attentivement si j'avais bien enregistré. J'arrivais, j'avais peut-être besoin de 2 cartes mémoire, mais j'en avais 12 avec moi, juste pour être sûr. Et ça m'a permis justement de passer un cap parce que j'ai vécu un truc quand même... parce que tu dois aller expliquer au client, en fait, ouais, non, le bisou... J'ai réagi comment?
bah, ils n'étaient pas contents. C'est pas content. Mais j'ai eu de la chance parce que je les connaissais, j'étais jeune et donc ils ont un peu accepté. Enfin, bon, je pense qu'ils ont Vous n'avez accepté. pas le choix. Ils m'ont dit qu'ils avaient accepté. Mais ouais, donc tu es obligé d'apprendre. Et ça m'a permis de, premièrement, anticiper certaines choses, mais surtout comment dire, de trouver aussi, d'avoir cette capacité à trouver des solutions. Genre, j'avoue, ça m'est encore arrivé une fois après. Mais simplement, ce que j'ai fait, j'ai dit, OK, vous pouvez recommencer le bisou, je ne l'ai pas bien eu. Et donc, ça m'a permis d'avoir une autre solution. Et au final, ben, ça m'a permis de me débrouiller d'une autre manière. Mais donc voilà, c'est un peu un échec qui m'a appris. Je ne sais pas si c'est un obstacle, mais... Non, mais en vrai, c'était une chouette anecdote. Je prends. Audrey à son tour. Moi, je pense que un échec auquel j'ai dû faire face personnellement, c'est le fait d'avoir peur de demander de l'aide. Je pense que quand on entreprend, c'est très important de demander à se faire aider. Des fois, on se dit, c'est mon projet, c'est moi qui choisis de faire ça, j'ai pas envie de mettre d'autres personnes dedans. Mais c'est important de savoir qu'il faut demander de l'aide et qu'il y a des gens qui seront là aussi pour nous aider et qui n'attendent que ça. Parce que moi, la première édition d'Entre Filles, on avait fait à manger avec ma famille et à ce moment-là, je vivais encore seule. Du coup, chez moi, j'avais la nourriture, j'avais les micros, j'avais des câbles pour l'audiovisuel, mais j'avais pas le permis. Et du coup, il fallait arriver à la salle à une certaine heure et j'avais genre 10 000 sacs et je voulais déranger personne, donc j'appelle un premier Uber, il vient pas. Un deuxième, il vient pas. Un Hitch, il vient pas. Et là, les nerfs commencent à monter, je commence à pleurer, panique et tout. Mes parents, ils n'étaient pas en Belgique, donc je savais pas quoi faire. Et au final, j'ai grave eu du retard. Puis j'appelle des amis à gauche, à droite et j'ai oui, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'une voiture. Et on me dit, mais il fallait juste demander. On était là. Une copine, elle m'a dit, mais j'ai le permis, j'étais chez moi, je faisais rien, j'attendais de venir à l'heure pour l'édition. Si tu m'avais juste envoyé un message le matin, j'aurais été là. Et il y a genre 5 personnes qui m'ont dit, on est là pour t'aider. Aujourd'hui, c'est les personnes du staff d'Entre Filles, donc merci à tout le monde. Mais ouais, c'est important de demander à se faire aider. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour ça et qui n'attendent que ça. C'est beau, hein. Non, comme quoi il y a quelque chose en vrai de vrai. Parce que moi, c'est vraiment un truc sur lequel aussi j'arrive pas trop à demander de l'aide. J'essaie de me débrouiller. À quelques moments, Ophélie reçoit un message en mode aide-moi, j'ai besoin de quelque chose. Mais sinon, c'est assez compliqué. Mais au-delà de tout ça, je pense que pour des projets de l'envergure à laquelle on aspire, ouais, faut mettre son ego de côté. Il faut vraiment envoyer des messages parce qu'on serait encore une fois pas ici, que ce soit sur le canapé des épisodes ou ici. Oui, si. Si on n'était pas parti On en à parlera gauche, à droite. dans quelques minutes. Si on n'avait pas vraiment demandé est-ce que tu sais pas m'aider, est-ce que tu sais faire ceci, est-ce que tu sais faire cela et tout, etc. Et voilà, et c'est pour ça qu'à la fin on aura quand même des remerciements pour toutes les personnes parce qu'il y a au-delà de tous énormément de personnes qui nous ont aidés, inspirés, conseillés aussi. À chacun sa place dans un projet qui sort de nous mais qui au final réussit à réunir et à créer des liens entre nous en fait. Du coup voilà. Je vais enchaîner avec la suite. Je pense qu'il va nous rester une voire deux questions. Et va va malheureusement falloir clôturer. Tu peux me dire. Non, tu m'as perturbé. Non, dis-moi. Oh, mais j'aime bien regarder aussi mes invités, mais oui, j'ai regardé la caméra. Les gars, on est en live, hein, fallait être là. Fallait prendre ta place. Tu veux les gens à distance quoi. Non, j'ai dit super gentiment. La prochaine fois, tu pourras prendre ta place. Vas-y. Du coup, moi, je vais encore revenir. Allez, si vous avez un conseil, vraiment imaginez, là, il y a plein de gens, il y a plein de créatifs ou pas, d'entrepreneurs dans la salle. S'il y a un conseil ou un mot d'encouragement que vous pourriez avoir pour eux, qu'est-ce que ce serait ? Du coup, je vais commencer. Ce serait demander de l'aide et pas seulement à vos amis. Donc, si vous êtes dans le monde de l'audiovisuel, allez voir des comptes Insta qui sont dans ça, trouvez des personnes networkées et faites-vous aider, allez demander des conseils là où il faut, parce que des fois les amis ils seront là pour donner des conseils quand il s'agit de relations amoureuses ou relations familiales, mais des fois ils savent pas forcément quoi dire ou quoi faire dans un autre contexte, mais il y a des gens pour ça. Donc je pense que c'est important d'aller demander de l'aide et d'oser faire les choses qu'on a envie de faire. En appuyant sur ta dernière phrase sur le fait d'oser, moi le conseil c'était
Faire les choses à fond, simplement. Euh, En fait, quand je dis à fond, c'est pas forcément le faire les choses à temps plein. Ça veut pas forcément dire être entrepreneur à temps plein. Ça veut pas dire être créatif à temps plein. Chacun connaît sa vie. Ça peut être à temps partiel, ça peut être une fois par semaine. Mais quand vous le faites, faites-le à fond. Ça veut dire renseignez-vous dessus, apprenez, regardez comment ceux qui ont réussi font. Renseignez-vous sur tous les aspects, mais faites-le à fond. Parce qu'en vrai, si vous le faites pas à fond, c'est comme si vous êtes en train de rien faire. Donc, quand vous faites quelque chose, faites-le avec tout votre cœur jusqu'au bout. Et généralement, quand vous croyez en vous et que vous faites les choses à fond, les gens autour de vous, croient aussi en vous. Parce que si vous ne croyez pas en vous, les gens vont le ressentir d'une certaine manière et personne ne va croire en vous. Donc si vous avez honte de poster, les gens vont se dire ah, lui, vas-y, flemme. Mais si vous postez, même s'il y a 2 likes, vous continuez à poster, à un moment, les gens vont se dire ah, en fait, bon, lui, il se prend au sérieux, elle se prend au sérieux. Donc moi aussi, je vais commencer à la prendre au sérieux. Donc simplement, faites les choses à fond. Franchement, j'allais rebondir, mais une phrase qu'il a dit qui, moi, m'a vraiment aidé pour ce projet ou pour toutes les choses que j'essaie d'entreprendre, c'est me prendre au sérieux. Mais réellement. J'ai dû plusieurs fois me regarder dans la glace en mode me disant, si tu le fais pas sérieusement, en fait, ça va pas fonctionner. Si tu te lèves pas pour faire le travail nécessaire pour amener quelque chose qui te plaît au plus haut point, ça va pas fonctionner. On est peut-être, je sais pas si c'était parce que j'étais plus jeune, je sais pas parce que j'avais peur ou toutes les raisons pour lesquelles on a énoncé, que ce soit la légitimité, que ce soit la peur de l'échec, etc., etc. Mais je nous encourage à vraiment nous prendre au sérieux. Et une chose que j'avais dit encore une fois à mon ami Tony, c'est que personnellement, moi j'ai dit je vais pas attendre la fin de mes études pour faire les choses que j'aime. Et je vais pas attendre d'être plus vieux pour me prendre au sérieux. C'est à partir de maintenant que je vais faire des fondations qui me permettront plus tard de développer encore plus de choses. Et au-delà de tout ça, c'est parce qu'on n'a pas parlé d'un cas de figure où il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose ici et qui s'est soldé par un échec. Ça reste une leçon, bien sûr. C'est troublant. Franchement, on connaît. J'ai fait 0 vues en 4 heures, je sais. Mais au-delà de tout ça, aller au-delà de ça, ça permet de pouvoir voir une autre face à travers l'échec et de continuer à lever ses yeux vers quelque chose d'autre. Je ne sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où un échec, c'est peut-être des fois aussi une redirection qui nous permet de sauter sur un autre truc qui va par la suite fonctionner. Et dans cet échec, dans cette leçon-là, on a des outils, on a des clés, on a des méthodes, on a des schémas qui nous permettent d'aller plus vite, plus loin pour autre chose. Ne jamais s'arrêter, peu importe la direction dans laquelle on va, même si cette direction n'est pas forcément la direction qu'on voulait de base. Moi, c'est ce que j'ai appris, que ce soit avec le podcast, avec la création de contenu ou avec la musique, entre autres. T'as un petit conseil ? Ah, j'avoue conseiller. Oser. Normalement, les personnes qui ont regardé tous les épisodes, ils savent d'où ça vient. Donc, tu sais, hein. Du coup, osez. Franchement, n'ayez pas peur. Vous êtes jeune. Du coup, vous avez cette chance-là, entre guillemets, de ce côté. Du coup, si jamais vous vous loupez, vous avez le temps de vous rattraper. Je vous assure que 25 ans, c'est pas si vieux. 30 ans aussi, c'est pas si vieux. Ouais, je dirais même 50 ans, c'est pas vieux. 50 ans non plus. Parce que c'est vrai, c'est important. Du coup, si jamais à 50 ans, vous voyez que vous avez fait un truc pendant 15, pendant 20 ans et vous voulez changer, allez-y. Franchement, allez-y, n'ayez pas peur. Même s'il y a des gens qui vont vous regarder, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais ça ? Mais t'étais bien dans ton truc. Si vous savez vraiment pourquoi vous voulez faire ce que vous faites, allez-y. Vous êtes la première personne à qui vous devez vendre votre projet, en fait. Avant de pouvoir le vendre aux autres, vous devez pouvoir vous le vendre à vous-même. Et après, pour moi, c'est tout bon. Et je pense qu'il n'y a pas pire que le regret de ne pas avoir fait quelque chose, de ne pas avoir au moins essayé. Ouais. Donc, et de dire, et si j'avais... Ouais. Non. Vaut mieux regretter d'avoir essayé, d'avoir raté, que d'avoir pas du tout essayé, quoi. Tout à fait. Venant de personnes qui ont essayé. C'est ça. Et raté. Et raté. Et raté fort. Et encore rien. Aïe. Dernière question. Je pense qu'après ça, on va clôturer. Et je pense que cette question synthétise un peu tout le thème de KNK Podcast. Wow. Le but de ce podcast, c'est vraiment de s'inspirer des autres et inspirer à son tour. Créer vraiment un cercle qui permettra qu'on puisse vous voir comme étant des personnes que vous voulez être. Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce que vous deux, vous voulez laisser aux autres ? À travers votre projet, qu'est-ce que vous pensez qui va rester
et qu'est-ce qui permettra en fait aux autres d'être inspirés par vous? Un trait de caractère, quelque chose de physique ou quelque chose d'immatériel que vous voulez que les gens reçoivent de vous, vous voyez, ok, elle a fait ça, et avec ça je peux aussi avancer. Pour ma part, je ne sais pas si le mot c'est une communauté ou de l'entraide, mais des fois on est face à certaines situations et on pense qu'on est les seuls à les vivre. Et le fait d'échanger, ça nous permet de comprendre qu'on n'est pas seul face à ce qu'on vit, qu'on n'est pas les premiers et on ne sera sûrement pas les derniers à vivre certaines situations. Et pour ma part, dans un premier temps, entre filles, c'est vraiment ce que j'ai envie d'apporter ou de faire comprendre, c'est qu'on n'est jamais seul. Il y a toujours quelqu'un pour nous comprendre, il y aura toujours quelqu'un pour nous aider, il y aura toujours quelqu'un pour nous écouter. Et oui, on n'est jamais seul en fait. Il y a toujours un jour meilleur qui arrivera. Donc entre filles, c'est des conférences, il y a des thématiques différentes à chaque fois. Et le but, c'est de se sentir comprise et de pouvoir discuter avec d'autres femmes. Donc ouais, moi, pour ma part, c'est ça. Moi, ce serait de toujours chercher à vouloir impacter positivement autour de soi. Je pense que si chacun avait cet objectif-là dans ce qu'il est en train de faire, de vouloir impacter positivement quelqu'un, bon, je ne suis pas utopiste, hein, mais je pense que le monde serait quand même bien, bien différent. Et aussi comprendre que souvent, ce qu'on reçoit, enfin ce qu'on a, un don, un talent, une qualité, une capacité, souvent elle n'est pas là juste pour nous, elle est là pour les autres. Et c'est souvent quand elle est mise au service des autres qu'elle est la mieux mise en valeur, on va dire. Que ce soit une qualité, un talent, un don. Donc vraiment se mettre au service des autres. Je sais que beaucoup de gens n'en parlent pas et beaucoup de gens ont peut-être peur de ce mot-là, mais souvent quand on est au service des autres, pour moi c'est une des meilleures choses à laisser comme impact. Et vous parlez bien. Et vous? Oh. Non, merci Audrey. Moi, de nouveau, je vais répéter. Allez regarder les épisodes de la première saison, il n'est pas trop tard. J'aimerais non seulement que les gens ils se disent oui, non, j'ai les capacités pour me lancer dans un projet créatif ou pas, et qui n'aient pas peur, mais qui n'aient pas peur non plus de mettre leur ego de côté et, comme tu as dit, demander de l'aide, de demander des conseils aussi. En fait, il n'y a pas de petites questions, il n'y a pas de questions bêtes, que ce soit sur la qualité des visuels, la qualité de est-ce que quand je parle en public, est-ce que je m'adresse bien à vous, est-ce que j'articule bien, est-ce que ce que je dis c'est français, genre tout ce qui peut vous passer par la tête, n'hésitez vraiment pas à demander. Comme Audrey a dit, il y aura toujours des personnes pour répondre à vos questions. Et il y a des personnes compétentes dans ces domaines-là qui peuvent aussi vous aider et vous aider avec plaisir. Donc n'ayez vraiment pas peur de vous lancer et de demander de l'aide. Moi, si je pouvais laisser quelque chose, c'est vraiment cette volonté d'avoir partagé la joie et la bonne humeur sur cette terre. Ça, c'est... j'en rigole un peu, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de faire tout le temps. Et au-delà de tout ça, ce que j'ai envie de montrer aux autres, c'est que, premièrement, c'est possible de faire plusieurs choses en même temps, mais faisons-les bien. Faisons-les bien, mets tout ton cœur dans le jeu, pour ceux qui connaissent la rep. Parce que pour moi, c'est important de donner toute son énergie à 100%, peu importe ce que tu fais, si ça te fait plaisir, fais-le. Et personnellement, moi, mes yeux ils brillent trop quand je vois les gens faire ce qu'ils aiment et se plaire dans ce qu'ils font. Du coup, j'espère que du coup, à l'inverse, les yeux des gens ils brillent quand ils voient quelqu'un qui fait ce qu'ils aiment et ce qui leur tient à cœur. Du coup, allez-y, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui vous regardera en mode waouh, il fait ça vraiment bien. Et on ne sait pas, parce qu'on n'est pas avec tout le monde, mais tu as déjà sûrement inspiré quelqu'un. De par une phrase, de par une action, de par ta détermination sur certains sujets, de la même manière que quelqu'un t'a inspiré par ces mêmes façons-là. Du coup, faire les choses correctement, faire plusieurs choses en même temps, c'est possible. La joie et la bonne humeur, mais tant qu'on y va à fond. C'est un peu sur cette note-là qu'on doit terminer. Ouais, c'est émouvant. Oh, c'est maintenant. Mais c'est pas encore fini. Ça, fini. C'est pas fini. C'est la fin du podcast, mais je vais laisser Ophélie clôturer correctement. Pendant que je clôture, pensez déjà aux questions que vous aimeriez nous poser. Parce qu'il y aura un petit temps de questions-réponses. Si jamais quelqu'un a une question ou quoi, n'hésitez pas. Mais les gars, arriver sur ce canapé n'était pas chose facile. N'était vraiment pas chose aisée.
Je l'ai déjà dit pour le canapé de YouTube, mais ici aussi, c'était pas facile. Et KNK, en fait, c'est un projet, c'est plus que Lévi et moi. Genre, vous voyez à l'image Lévi et moi, mais il y a énormément de personnes derrière. Et j'aimerais vraiment prendre le temps de remercier ces personnes. Déjà, il y a Divik et Josias ici présents, sans qui, je répète, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image. Et vous voyez, regardez comment Josias, il est concentré dans son truc, il ne peut pas, en fait, parce que s'il ne regarde pas les boutons, on ne m'entendra plus. Après, il y a énormément de personnes qui ont été des oreilles attentives, qui m'ont conseillé. Il y a mes parents, mes frères et sœurs ici qui ont vu les épisodes en grand à la télé, en avant-première, 5 fois de suite, je pense. Et je ne les ai pas forcés. Vraiment, je n'avais pas forcé. Et puis, il y a toutes les personnes à qui j'ai envoyé les affiches, les miniatures, les affiches encore, les TikTok, les réels, qui m'ont dit non, ça, il faut changer, ça, il faut arranger. Et puis, il y a un homme ici, un monsieur ici à ma droite, qui a présenté tout à l'heure. Mais les gars, je vous dis la vérité, s'il n'était pas là, on n'avait pas la salle. Vraiment, s'il n'était pas là, franchement, on allait faire le podcast sur la place, la monnaie là en bas. Du coup, SFJBPR, merci beaucoup. Vraiment, c'est un peu bizarre. Et surtout, ces derniers jours, en fait, il a porté le projet comme si c'était le sien. Il a partagé comme si c'était son truc. Il est venu nous aider comme si c'était lui, alors qu'il a parlé que 3 minutes devant vous et depuis, il court partout avec le micro et tout. J'espère n'oublier personne. Et je vous remercie aussi, vous tous qui êtes là, qui avez cru en ce projet. Vous avez mis de l'argent dedans. Vous vous avez dit, OK, j'ai regardé sur Internet ou peut-être j'ai même pas regardé, mais je vais payer et je vais voir ce qu'ils ont à proposer. Trouver en ces quelques mots l'expression de ma gratitude. Oh, c'était beau, merci. Comme elle a dit, franchement, merci à vous parce qu'on l'a dit dans les épisodes, KNK, c'est pas seulement nous deux, c'est toutes les personnes qui ont travaillé derrière, mais c'est les personnes qui regardent aussi. On a reçu tellement de messages, tellement d'encouragements, tellement de choses qui nous ont réellement touchés et on vous remercie sincèrement. Et je pense que tu n'as oublié personne. Peut-être aussi les personnes qui nous ont conseillé. Une autre personne, c'est moi, l'endroit auquel je travaille, Incluvision, qui a un studio de podcast. Et ils sont vraiment rodés dans ça et ils nous ont vraiment conseillés et équipés pour pouvoir affronter en fait, ce secteur qu'on ne connaissait pas du tout. Et je pense que quand tu t'approches d'un secteur que tu ne connais pas, c'est bien de s'entourer de professionnels, des gens qui savent à quoi s'attendre, qui savent comment t'orienter, parce que sans eux aussi, on aurait fait les choses autrement et ça n'aurait pas eu l'effet que vous appréciez, qu'on apprécie et qu'on aime voir. Et voilà, quoi, c'est ça. KNK Podcast, c'est tout ça. Et c'est l'épisode 5 et c'est nous, c'est vous. Et voilà. Arrête. On va passer au moment des questions-réponses. Je vais laisser SFJ enchaîner avec le micro. Du coup, merci à tous d'être venus, d'avoir écouté ce qu'ils avaient à dire. Comme ils l'ont dit, on va passer un moment de questions-réponses. Je ne vous vois pas du tout, hein, comme ça vous savez. Si l'un d'entre vous a une question, il lève la main, j'apporte le micro, il pose sa question, on redonne le micro pour avoir une réponse, tout ça. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer, va oser se lancer, mais vous pouvez y aller. Tout était clair. Ah, une question. C'est là où je lâche un 16 là. C'est pas vraiment une question, mais c'est plus une réflexion par rapport à votre discours au tout début, vers les 10 premières minutes où vous parlez du coup de s'émanciper en dehors de Bruxelles ou même la Belgique. Je suis quand même d'accord avec ce que Divik disait, où fallait forcément sortir à un moment ou un autre de Bruxelles et la Belgique, parce que justement il y a moi je l'appelle la mentalité bruxelloise, hein. C'est je te connais mais on n'est pas potes, on s'est vu en soirée, on a dansé ensemble mais on n'est pas potes, je vois ce que tu fais, je suis jaloux mais on n'est pas potes. Et je crois justement qu'il y a du coup ce que tu disais, cette gêne, mais aussi on n'en a pas envie, il n'y a pas cette envie là. Mais moi qui du coup connais beaucoup de Montois, beaucoup de Liégeois,
J'ai parlé avec eux de ce problème-là qu'on avait à Bruxelles. Et eux, ils m'ont dit, nous, on l'a pas parce que notre ville, elle est tellement petite que si on se donne pas de la fort, il n'y a rien qui bouge. Donc je me dis que quelque part, c'est vraiment un truc typiquement bruxellois. Quand j'en ai parlé avec des gens de Paris, etc., il y a ça, mais c'est plus secteur, tu vois. C'est les arrondissements, etc. Par exemple, 9-3 représente 9-3, 7-7 représente 7-7. Et à Bruxelles, on n'a même pas les trucs de secteur. Tu viens d'un quartier, si tu vas vers un autre, c'est mal vu, etc. Je crois que c'est justement, on casse un peu ce tabou, ne serait-ce que dans cette pièce, et qu'on transmette cette énergie vers d'autres personnes, justement, ça pourrait créer un effet domino. Et c'est de là la réflexion que j'avais envie d'avoir, etc. Et c'est de là où je trouve que les choix comme Hamza, Damso, etc., qui sont partis en France se produire là-bas, ça a marché. N'oublions pas Stromae, même chose. Il a fait un Madison Square Garden, c'est pas rien. Et ici à Bruxelles, il était vu en mode ah, lui. C'est vraiment ça, lui et l'autre. Donc vraiment essayer de casser tout ça et aller de l'avant, je crois que ça pourrait déjà être un premier bon pas pour aider son prochain, etc. Du coup voilà. Merci beaucoup. Pour rebondir un peu sur ce qu'il vient de dire, je pense aussi qu'il y a un problème de représentation à Bruxelles, d'où le fait qu'il y a cette gêne qui vient à Bruxelles. Et je me dis que, comme vous deux, vous quatre du coup, qui sont présents, vous êtes ces acteurs-là qui vont être ces futurs représentants. Et donc, je pense qu'on devrait être plusieurs dans cette lancée-là, afin de permettre aux futures générations qui vont regarder ce qu'on fait, de se dire que oui, ça existe des opportunités à Bruxelles, qu'on les crée et qu'on doit les soutenir afin que ça puisse grandir. C'est tout ce que je voulais rajouter. Déjà, je voulais juste vous redire merci. J'ai eu l'occasion de le dire à Lévi, mais pas à Ophélie. Du coup, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Parce que, comme je lui avais dit, peut-être que vous ne réalisez pas encore l'ampleur et l'impact, mais l'impact, il est réel. Il donne vraiment envie de créer et d'aller plus loin, de poursuivre ses rêves. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment le cas. Et du coup, voilà, juste minimisez pas cet impact. Maintenant, j'ai une question. Quel conseil vous pourrez donner à une personne qui aime faire énormément de choses et qui veut faire tout, mais qui ne sait pas forcément par où commencer et s'il y a des choses à combiner ou est-ce qu'on fait une chose, puis on termine, on clôture le chapitre, puis on fait autre chose, ou est-ce que c'est vraiment possible d'être multitasking et faire tout, pardon. Je me permets de te répondre parce que je suis comme toi, exactement comme toi. Pour énumérer un peu, donc, je fais de la musique, je fais de la photo, je fais de la vidéo, je fais du design graphique, je fais du foot, j'étais ingénieur civil, bref, vraiment beaucoup de choses. J'ai envie de faire de la peinture, j'ai envie de faire de la mode, j'ai vraiment envie de tout faire, mais j'ai compris quelque chose, c'est que je pense réellement que tu peux tout faire, mais pas en même temps. Et il faut que tu choisisses des moments et des choses spécifiquement. Moi, maintenant, je fais de la vidéo parce que j'ai fait de la musique avant. Là, maintenant, je fais plus de musique. Pas parce que je veux plus en faire du tout, mais parce que je sais que la saison, là, actuellement, je vais me focaliser sur la vidéo. Ça veut pas dire que dans 5 ans, dans 2 ans, peut-être même demain, je vais pas refaire de la musique. Et pareil pour la mode, j'ai envie de me lancer dans la mode, mais il faut d'abord que je stabilise ce que je suis en train de faire là maintenant, parce que sinon, tu vas devenir... comme on dit, un savant fou qui est en train de faire plein de choses, qui est un génie incompris et qui au final ne réussit rien. Et je te le souhaite absolument pas. Donc je pense réellement que tu peux tout faire, mais pas en même temps. Il y a plein d'exemples. Il y a Childish Gambino qui est acteur, qui est aussi chanteur, mais quand il est acteur, il n'est pas chanteur. Rihanna, même chose, quand elle chante, elle est... Enfin, tu vois. Donc il y a vraiment plein d'exemples qui font plein de choses. Et je pense que tu peux faire tout ce que tu imagines, mais juste pas en même temps. Donc il faut que tu... priorise.
On sait que le monde créatif, c'est perçu comme quelque chose de pas toujours viable. Il y a des domaines qui sont plus faciles à aborder, qui vont nous mener plus facilement à une vie stable. Est-ce que vous nous conseillez d'avoir une sorte de plan B, donc quelque chose où on se dit « Ok, ça va d'office marcher, donc garder ses études sur le côté », ou se mettre à fond sur, du coup, plus le côté créatif. Ouais, je ne sais pas si c'était clair. Moi, mon côté rationnel, il va vous dire plan B. Hein. Mon côté rationnel, il va vous dire plan B. Vraiment. Après, de nouveau, ça dépend du secteur et des opportunités que vous pouvez avoir. Et aussi de à quel point vous croyez en votre projet. Si, comme dit Vic, vous dites vraiment, genre, il n'y a pas un monde où j'échoue, allez-y. Si vous êtes encore en train d'hésiter, oui, je ne sais pas si je veux faire ça 1 an, 2 ans, à mi-temps et tout, gardez quand même un truc sur le côté avant de tout lâcher et de vous lancer comme ça dans le vide. Justement, moi, j'allais rebondir sur ça et dire que, je suis d'accord avec la mentalité plan B, mais moi, mon objectif, c'est de mettre un maximum de trucs dans le plan A. Genre vraiment un maximum de trucs. Et peut-être, comme tu l'as dit, pas en même temps, mais que mon plan A et que tout ce que je fais, au final, certes, c'est éparpillé, mais ça a un sens et ça a un alignement et ça va se diriger vers quelque chose. Que ce soit personnellement, moi, beaucoup de choses se sont alignées et on arrive à ce podcast-là. J'ai commencé avec la musique. Ça m'a permis de me mettre en avant sur les réseaux. Avant ça, j'ai fait du théâtre à l'école. Avant ça, on a fait théâtre et audiovisuel avec Ophélie. Ça m'a permis de gagner des skills. Après, j'ai commencé la musique. Ça m'a permis de me mettre en avant sur les réseaux. Après, j'ai commencé à faire de la création de contenu pour un studio. Ça m'a permis de travailler aussi mes skills de montage. Ophélie est arrivée avec ce projet. Je me suis dit, pourquoi pas essayer d'aller plus loin. Et c'est des choses qui sont différentes, créatives, mais qui se rejoignaient. Je me dis, OK, ça me permet d'arriver à tel ou tel skill. Et après, on ne sait pas ce que la suite peut me permettre d'avoir ou les opportunités qui peuvent arriver. Mais je sais que tout ce que je fais me permet de gagner quelque chose pour que la porte qui soit ouverte devant moi pour la suite, je puisse l'ouvrir, j'ai les bonnes clés. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas forcément aller vaille que vaille. Certes, tu dois aimer tout ce que tu fais, mais dans la rationalité, il faut un certain, OK, 1, 2, 3, 4, tout ça, ça a du sens. Ça peut me permettre de quand même continuer à aller tout droit, même si le chemin il est un peu différent pour chaque secteur. Tu vois ce que je veux dire ? Et surtout pour les milieux créatifs, je sais qu'il y a quand même énormément de gens qui conseillent, surtout quand tu commences, de quand même avoir un job alimentaire, en tout cas au début, parce que tu as besoin d'argent. Et quand tu commences, en fait, ça dépend un peu de tes étapes, comme il a dit, c'est un peu structurel. Moi, j'ai eu, entre guillemets, cette chance où les contrats que j'ai commencé à avoir qui me permettaient d'en vivre, je les ai eus à la fin de mes études. Donc, j'ai pas eu le temps d'avoir cette transition en mode, OK, il faut que je trouve un taf pour essayer d'avoir les fins de mois qui sont quand même viables. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là. Mais je pense que si j'avais pas eu ça, j'aurais quand même essayé quand même pendant un petit temps. Et il faut quand même rester réaliste, on a quand même besoin d'argent. Et comme il a dit, le but, c'est quand même ce plan A, tu le gardes en tête, tu le fais à fond comme tu peux, mais tu as quand même besoin d'argent. Et je peux ajouter quelque chose. Je pense aussi que c'est pas... Ça va être peut-être paradoxal vu que j'ai un projet que je monétise, mais c'est pas tout projet qui doit être monétisé. Des fois, on a des talents, on a des passions, et vu qu'autour de nous, il y a tout le monde qui se lance dans certains projets, on se dit que, OK, moi aussi, j'ai envie de... Mais des fois, c'est pas plus mal de faire des études qui sont moins créatives, qui sont beaucoup plus carrées, et d'avoir une passion à côté qui nous permet de souffler. Je pense qu'il faut connaître son projet, il faut savoir où on veut aller, faire les choses, comme Lévi avait dit, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'intention, et avoir un plan B. Après, des fois, on est chanceux, comme dit Vic, c'est vrai. Mais moi, personnellement, je suis quand même un peu peureuse. Donc, je dirais quand même d'avoir un plan B. Je pense que c'est important de pouvoir avoir quelque chose sur quoi se reposer si le plan A échoue. Mais que, ouais, pas tout doit forcément être monétisé. Des fois, c'est bien aussi important d'avoir des passions. Donc, voilà. Il y avait une dernière question. Choisis bien, parce que c'est toi la dernière question. Ok. Du coup, bonsoir tout le monde. Moi, ma question, c'est comment est-ce que de manière pratique, on peut se créer un réseau ? Parce que souvent, sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup, oui, créez-vous un réseau. Mais par exemple, Lévi t'a dit que
tu avais travaillé pour une entreprise et ça t'avait été à apprendre pour monter, ou bien Divik t'a dit que tu avais fait une vidéo pour une pizzeria où tu avais été aux États-Unis et tu as travaillé pour quelqu'un, mais comment vous en venez à arriver là? Déjà, grâce à des événements comme celui-ci, sans faire ma pub ni rien, mais comme on a dit, il y a énormément de créatifs, d'entrepreneurs dans cette pièce, et des fois, ça part juste d'une conversation. Ah, tu fais ça, moi je fais ça. Ok, moi je peux t'aider dans ce truc, moi j'ai besoin d'être là, et ça commence comme ça. Juste ne pas avoir peur de parler à des inconnus quand vous avez cette opportunité-là dans ce genre d'événement. Et après, maintenant, avec les réseaux, LinkedIn et tout ça, vous pouvez envoyer des messages. Vous allez peut-être dormir 3 jours dans les DM, mais après, vous aurez une réponse. Les garçons, vous avez un truc à ajouter, Audrey? Ouais, Lévi et moi, on est d'accord sur la réponse que je vais donner. C'est simplement se mettre en avant. Parce que je pense qu'il faut se connaître aussi. Moi, je me connais et je sais que je suis pas quelqu'un qui est facile à parler avec les gens. Genre tout ce qui est networking et tout, je n'y arrive pas. Je sais pas comment commencer une conversation, j'ai du mal. Et donc, il faut juste te connaître. Et moi, ce qui a fonctionné avec moi, c'est que je me suis mis en avant. Et je pense qu'il y a différentes façons de faire. Il n'y a pas une seule manière de faire, donc il faut te connaître. Et ce qui a fonctionné avec moi, c'est pas chercher les gens, mais permettre que les gens puissent me trouver. Donc ça veut dire que je me suis mis en avant. J'ai mis en avant l'univers dans lequel je voulais être. J'ai mis en avant le type de client que je voulais avoir, le type de personne avec qui je veux être, le type de créatif avec qui je veux collaborer. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que les choses se sont faites. Et donc voilà, il faut vraiment juste te connaître. Et voilà. J'ai encore une question. Bonsoir. Merci pour ce moment qu'on peut passer avec vous. En ce qui concerne donc l'entrepreneuriat, j'ai remarqué donc qu'on en a parlé, mais il y a plusieurs facteurs qui font qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer. Donc on a parlé de la peur de l'échec. Il y a aussi la peur de la concurrence. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le fait de vouloir absolument se mettre en avant? Donc on va chercher à se démarquer par rapport à la concurrence. Et si en fait ce qui nous permettrait donc de lancer nos projets, c'est comme elle disait, donc de trouver des personnes autour de nous qui ont les mêmes projets que nous, les mêmes objectifs que nous, qui nous permettraient justement de créer ensemble et d'entreprendre ensemble. C'est une réflexion / question, mais voilà, je voulais juste terminer en disant que je pense que c'est vraiment un bon moment, ce qu'on aura après, donc le moment de networking, pour qu'on puisse vraiment échanger sur nos points d'intérêt communs, pour justement, au lieu de chercher individuellement à se démarquer et à créer des projets, qu'on puisse parler ensemble et créer des projets ensemble. Après, j'arrête de parler, désolé, mais 100% d'accord avec toi. Dans mon parcours, j'ai oublié de préciser que je travaille avec une entreprise qui s'appelle Fortitude Nation, FRNT. Donc c'est une plateforme, c'est un groupe d'entreprises dans le milieu créatif, et ils m'ont permis de pouvoir me développer dans ce que je fais. Et au-delà de me développer, en fait, il y avait d'autres créatifs avec qui on travaillait, et c'est le fait d'être avec ces personnes-là sur des projets communs qui m'a clairement permis d'être là où je suis maintenant. Et sans ça, j'aurais clairement pas su. Audrey, c'est la première fois que je la voyais aujourd'hui. On a discuté un petit peu avant le début et on s'est déjà dit qu'on allait discuter après pour potentiellement un projet. Donc la collaboration, c'est la meilleure des choses pour grandir individuellement, même ensemble, parce qu'à plusieurs, on va beaucoup plus loin et beaucoup plus, pas forcément vite, mais beaucoup plus solidement possible. C'est la fin des questions du coup. Si on a d'autres, ça sera pendant le moment de networking. Et je pense qu'on peut clôturer. Là, c'est l'instant publicité. Non, mais comme il a dit, merci pour la dernière question. Merci pour les points qui ont été, je pense, très clairs et qui ont été mis en avant. Au-delà de ce moment-là, il y a vraiment un moment de discussion et un moment d'échange. Et je vous invite, du coup, on va vous laisser être dirigé par Alan. Quoi, j'avance trop vite? Oui. Ok. Vas-y. Du coup, comme Ophélie a dit, petit moment publicité. Toutes les jeunes filles et les jeunes femmes et les jeunes dames dans la salle.
J'en vois énormément. Je vous invite à venir à la prochaine édition d'Entre Filles qui aura lieu le 29 novembre. C'est un samedi à partir de 17h30. Donc c'est une conférence interactive pour les femmes. Et le thème, ce sera les relations mère-fille. Donc le but, c'est de venir avec sa maman. Je vois qu'il y a des mamans dans la salle. Avec des tantes, avec des grands-mères ou même toute seule parce que c'est pas tout le monde qui a encore la chance d'avoir sa maman présente. Le but, c'est qu'on parle d'éducation, de communication, d'incompréhension, aussi des fois de projections que les parents peuvent mettre sur nous. Comme Divik avait dit, lui, ses parents voulaient qu'il soit ingénieur. Au final, il a réussi à les rendre fiers différemment. Donc, il y a beaucoup de chemins empruntés et ce serait intéressant qu'on en discute. Donc, si vous êtes disponible, n'hésitez pas à prendre vos places pour la prochaine édition d'Entre Filles. Merci. Donc, c'est les relations mère-fille. On peut applaudir Audrey. Ok. Je n'oublie plus rien. Quoi? C'est bon? Oui, là, tu peux clôturer. Okay. Merci à tous encore une fois, mais on va se revoir juste après là maintenant. Je vous invite à suivre les directives de Alan qui vont vous permettre de vous lever et de sortir tout doucement. Est-ce qu'on peut applaudir pour Lévi et Ophélie, s'il vous plaît? Je suis timide, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Ouh là là.